Le top du top du top, c'est quand tu as un client qui, de façon organique ou sollicité, mais non rémunéré, va te dire et ça a un impact de ouf. Salut Théo, merci d'être là aujourd'hui avec moi. Et salut Mélanie, c'est un plaisir. Donc tu fais partie un petit peu de mes inspirations de building public sur YouTube. C'est vrai que tu t'es fait une bonne petite réputation là-dessus. Alors nous on est un peu aux antipodes. Je dis souvent que moi je suis l'anti-cliché du start-upper parce que forcément je suis une nana dans le sud de la France, j'ai pas fait d'études et je travaille dans la tech. Et toi t'es un peu le stéréotype HEC du petit mec qui a bien réussi, etc. et tout. Pour autant je suis sûr qu'on a pas mal de points communs et c'est intéressant je trouve aujourd'hui qu'on puisse se retrouver. Eh bien écoute, j'ai toujours par habitude de dire que je préfère que la personne elle se présente par elle-même plutôt que moi je tue un peu sa présentation. Est-ce que tu pourrais, pour nos abonnés YouTube et ceux qui nous retrouveront ensuite sur TikTok, te présenter en quelques mots? Donc je m'appelle Théo, j'ai monté une boîte qui s'appelle Kodak il y a 2 ans et demi en parallèle de mes études à HEC, donc premier pilier du cliché. En parallèle du coup de mes études, j'ai commencé à faire un peu de freelance au démarrage sur du Facebook Ads. C'est assez bien passé, qui s'est développé de façon assez linéaire. Le truc un petit peu moins cliché, c'est qu'on n'a pas levé de fonds, donc je fais une boîte de service, contrairement à la majorité de mes camarades entrepreneurs d'HEC qui sont plutôt partis sur de la startup, parce qu'en fait Kodak n'est pas une startup, mais une agence. Donc ça fait 2 ans et demi qu'on fait ça. On a aujourd'hui pas mal d'activités au sein de l'agence, sur au total une cinquantaine de personnes. On fait principalement 4 trucs: de l'ADS, de la créa, du TikTok organique et du LinkedIn organique aussi, pour des CEO principalement. Donc aujourd'hui, je gère une boîte de service. Donc toi, tu travailles en particulier donc avec des boîtes e-commerce, donc des marchands en ligne. Nous, on est plutôt un SaaS, un logiciel. Est-ce que tu pourrais me dire, pour toi, quelles sont les différences principales entre faire du growth pour du e-commerce et faire du growth pour un SaaS? Et est-ce qu'il y en a une véritable de différence? C'est une question qui est intéressante parce qu'en fait, pour souvent faire des comparaisons, il faut être au moins un minimum expert des deux trucs. Moi, je suis très expert e-commerce et très pas expert SaaS. Mais c'est un petit peu comme les gens ils me posent la question de est-ce que le remote c'est mieux que le physique. Moi, j'ai toujours connu que le remote, donc je peux pas te dire si c'est mieux que le physique ou quoi. Par contre, je peux voir qu'il y a des trucs qui sont assez similaires. En fait, je sais souvent, quand je traite des problématiques growth, d'éviter de tomber dans les tactiques. Un peu à l'inverse d'Oussama d'ailleurs, parce que lui, il pense que dans la vie, il n'y a que des tactiques. Moi, je pense que justement, en fait, c'est beaucoup plus une affaire de quel est le principe sous-jacent qui fait que la tactique fonctionne, qui va te permettre de la réappliquer derrière. Donc, j'essaie toujours de chercher un peu les substrats de pourquoi est-ce que les trucs en e-commerce ils fonctionnent. Et donc, je pense que dans cette mesure-là, tu as des choses qui peuvent fonctionner aussi en SaaS. Notamment, il y a ce fameux modèle AR qui est indémodable et applicable, que tu peux plaquer partout et qui a des cas de traduction assez intéressantes à toutes les étapes. Ce qui, selon moi, marche bien chez les e-commerçants, et on pourra en reparler un petit peu derrière parce que je crois que c'est un des sujets qu'on va traiter ensemble, c'est de faire une différence entre être propriétaire d'un lieu et être locataire. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, il y a une phase principalement sur les e-commerçants qui, du coup, en fait, a un peu touché le SaaS parce que le dénominateur commun, c'est qu'il y a Facebook Ads et Google Ads qui sont arrivés, qui ont permis de choper des croissances rapides en fait, en louant de l'attention aux GAFA. Et rapidement, du coup, comme on a eu une petite mise à jour qui est arrivée en 2021 qui s'appelle iOS 14, qui a fait monter les coûts pour tout le monde, ça a rendu les investissements beaucoup moins efficaces. Donc là, on s'est rendu compte que quand tu étais locataire et qu'on augmente le loyer et que tu peux pas partir, et tu es obligé de payer. Donc il fallait trouver d'autres moyens. Et donc c'est pour ça que moi je vois beaucoup le dilemme entre les deux, entre l'organique et le paid. Donc c'est qu'aujourd'hui, si je devais monter un e-commerce et même monter un SaaS, je ne lancerais pas de publicité avant d'avoir craqué l'organique. L'organique, tu as plein de choses que tu peux rentrer dedans. Ça prend autant en compte le SEO que l'organique sur TikTok, que la communauté sur LinkedIn, etc. Moi, mon exemple de SaaS, je pense à un des mêmes que toi, celui que j'ai vu exploser, c'est celui de Guillaume, Ouais. Avec qui du coup j'étais dans l'équipe de basket à HEC, donc on se connaît depuis quelques temps. Juste pour la petite histoire, Guillaume, on parle bien de Guillaume Moubèche de l'Emlist. Vous avez vu la vidéo il y a pas longtemps. Et donc en fait aujourd'hui, je pense que ce qui est commun entre les deux, c'est qu'en fait, ce dilemme organique-paid pose autant de problèmes quand il est déséquilibré dans un sens pour les SaaS que pour les e-commerçants. Alors après, la vraie différence, c'est qu'en fait, sur les SaaS, tu as à gérer des problématiques de churn et tous les e-commerçants ne sont pas des business models d'abonnement. Tu en as de plus en plus qui se heurtent aux mêmes problématiques. Mais donc, du coup, toutes ces problématiques-là, moi, c'est pas des choses que je sais gérer particulièrement parce que j'ai pas eu à gérer un logiciel, je vais pas développer des nouvelles fonctionnalités sur mon produit. En fait, en e-commerce, quand tu lances quelque chose, c'est un nouveau produit. Tu peux lancer des nouveaux produits qui vont t'apporter de la croissance, mais tu peux pas améliorer ton produit existant. Donc, aujourd'hui, ce qui est commun, par contre, c'est qu'en fait, tu te rends compte que comme les coûts d'acquisition vont augmenter, tu dois beaucoup plus te concentrer sur ce qui se passe en back-end. Donc, en fait, une fois que tu as acquis un utilisateur, tu as payé un montant qui est fixe. Disons que tu as payé 50 balles ton utilisateur. Tu te rends compte que si tu arrives à faire juste plus de 10 € sur ton panier moyen, tu es beaucoup mieux. Et le Graal, c'est de réussir à faire revenir la personne 1, 2, 3 fois par an. Et donc, en fait, on va beaucoup, nous, plus se concentrer sur ce qu'on appelle le CRM, simplement. Et la lifetime value des utilisateurs, qui sont en fait des choses qui sont communes avec le SaaS. Donc, une fois que j'ai un utilisateur chez moi, comment je fais en sorte de faire grossir son panier moyen? Et c'est comme ça que tu roules ta boule de neige. Et donc, ça, c'est le second truc. Et le dernier truc, c'est tout en bas du modèle AR, il y a le référal, qui est une façon aussi très organique de générer de la croissance et que je trouve très saine. Parce qu'en fait, tu ne peux pas choper de référal si ton produit, c'est de la merde. Et ça, c'est génial. Et en e-commerce, c'est très dur de faire du référal, en fait, parce que tout le monde fait la même chose, des codes promo. Et en fait, les marques qui ont réussi à craquer ce truc-là, faire un vrai programme du coup de parrainage en français, ce sont des marques en fait qui bénéficient des intérêts composés
que les marques qui doivent louer l'attention ne peuvent pas avoir de leur côté. Alors, je partage énormément des points que tu viens de dire. Donc, le premier, et moi, c'est vrai qu'actuellement, on l'expérimente chez Charlie. C'est vrai qu'on a une stratégie qui est 90-95%, c'est de la création de contenu. Et on commence à titiller un peu des pubs. On fait du LinkedIn, on fait un petit peu de Facebook, on essaie de voir. Mais très compliqué de trouver le bon message adressé à la bonne personne, sur la bonne cible, le bon format. C'est vrai que tant qu'on n'a pas craqué la partie création de contenu et déjà être capable de se faire notre plus grosse base déjà de clients et connaître parfaitement les messages à utiliser, c'est un peu stupide et de l'argent cramé que d'aller faire des pubs. J'ai hâte quand même de trouver le modèle, parce que 95-5%, c'est quand même très déséquilibré comme tu dis, et ça serait peut-être pas mal de continuer effectivement cette stratégie de contenu, mais d'arriver à lancer nos premières campagnes quand même d'acquisition payantes. Donc ça, c'est un taf sur lequel il va falloir qu'on bosse en 2023. Et effectivement, tu as parlé aussi de referral. C'est souvent une partie qui est sous-estimée. J'ai été e-commerçante dans ma vie antérieure pendant 8 ans. Et je sais qu'à partir du moment où tu arrives, on sait que notre client est notre meilleur ambassadeur. À partir du moment où tu arrives à en faire véritablement presque un VRP pour toi, c'est le Graal, parce que du coup, le coût d'acquisition baisse énormément. Et l'implication, les gens qui viennent quand ils ont été recommandés, ça n'a pas du tout la même chose. Ouais. Mais c'est un dialogue qui est toujours très intéressant en fait entre d'où est-ce que viennent tes achats. Est-ce qu'ils viennent de l'organique pour les nouveaux acheteurs, du paid pour les nouveaux acheteurs, ou alors de tes acheteurs existants. Et tu te rends compte qu'en fait, bourriner en ads dans tous les sens, c'est pas un modèle qui va bien au VC. Le modèle qui prend du temps, tu vas avoir 95% comme tu le fais sur la création de contenu. T'as quelqu'un qui va dire, mais attends, mais tu fais pas de croissance, mets l'argent que je t'ai donné, s'il te plaît, dans des campagnes. Montre-moi que tu peux grossir pour que tu puisses aller lever le round d'après, que je puisse rentabiliser mon argent. C'est pour ça que c'est un vrai avantage d'être bootstrap ou de pas avoir d'investisseurs chiants. J'ai discuté avec des potes qui ont des investisseurs et qui me disent que ça marche aussi quand tu as des gens qui comprennent. C'est qu'en fait, tu peux te donner le temps pour construire des actifs. Tu vois, c'est un petit peu genre un VC, c'est l'équivalent de quelqu'un qui veut que tu fasses des gros gains rapidement. Donc en fait, il va pas te laisser ouvrir à titre personnel, par exemple, une assurance vie. Tu vois, imagine, s'il dit, je veux gagner plein de thunes, je vais ouvrir une assurance vie, je vais mettre un petit peu sur le S&P 500 tous les mois, et dans 20-30 ans, je serai millionnaire. Et en fait, les gens vont penser que ça s'est fait du jour au lendemain. Ça n'intéresse pas le modèle de croissance rapide. Et toi, comme tu peux le faire sur de la création de contenu, c'est génial, parce que ça va te créer un actif de ouf que les autres boîtes n'auront pas, parce que quand elles coupent les pubs, il reste que les actifs, et quand tu payes plus de loyer, t'as plus de logement. Donc ça, c'est normal. Et ce qui est génial avec l'organique, en dehors de la santé que ça donne à ta boîte quand tu as réussi à le craquer, c'est que ça te force à te demander qu'est-ce qui va intéresser les gens sans que j'ai besoin de mettre de la thune dans Facebook ou dans Google pour les forcer à le regarder. Et tu te rends compte que tu as plein de boîtes qui ont grossi sans craquer cette problématique-là. Ils vont faire une grosse pub, ils vont la mettre sur YouTube, ils vont forcer les gens à la regarder. Sur Facebook, tu vas pas pouvoir la rater, c'est entre deux posts. Et en fait, ce dilemme-là est intéressant parce que ça te force à vraiment regarder ton consommateur, ton client, te demander, écoute, comment est-ce que je peux d'abord l'intéresser, puis progressivement lui apporter des informations pour qu'à la fin, il devienne mon client. Donc c'est un deal qui te force à appliquer le fameux pay it forward de The Family qui marche tout le temps. C'est qu'il faut que tu donnes beaucoup avant de pouvoir recevoir. Mais quand tu as craqué le lien entre je donne et je reçois, et en fait, c'est une martingale énorme que tu peux répliquer et que les boîtes qui sont construites sur le pay ne peuvent pas faire. Donc, en fait, je te parle, je fais du pay, faut pas oublier. Mon agence fait du pay. Mais j'adore bosser avec des marques qui ont compris que l'organique, c'était la priorité. Nous, en fait, ce que je trouve fantastique, c'est que c'est pas simple de se foutre à poil et de raconter en fait ce qui marche pas, les moments où tu te plantes, raconter en fait vraiment tes interrogations. Mais par contre, ce qu'il y a de cool, c'est que petit à petit, moi, je commence à avoir une communauté, des gens qui sont là, qui me remercient d'ailleurs, qui sont là au rendez-vous tous les lundis à 18h42, qui me suivent sur TikTok, etc. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une personne, elle va te voir passer sur TikTok, elle va te revoir passer sur TikTok, elle va aller te spotter sur LinkedIn, elle va réagir à tes posts sur LinkedIn, elle va atterrir sur ta chaîne YouTube, elle va lâcher un commentaire beaucoup plus gros sur YouTube pour au final la voir s'inscrire quelques jours plus tard sur ton site. Et en fait, tu comprends que finalement, LinkedIn, TikTok, pour moi, c'est un peu le haut de la pyramide. C'est une manière avec des contenus assez courts d'intriguer, d'interpeller et d'essayer d'attirer l'attention, parce qu'on sait que la durée d'attention des gens, malheureusement, elle est très 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 sollicitée. On scrolle beaucoup, mais on a 3 secondes par post, quoi. Donc ça, c'est un peu le haut de ma stratégie, c'est ça. Ensuite, je descends avec des formats beaucoup plus longs sur YouTube, où je prends le temps vraiment d'exprimer ce qui se passe. Et là, ceux qui sont encore là sont vraiment intéressés. Et c'est vrai que naturellement, il y en a plein qui se sont inscrits sur Charlie, mais pas que des curieux. Des gens qui savaient en fait pourquoi ils s'inscrivaient. Du coup, j'ai eu beaucoup moins de travail à leur expliquer derrière ce que c'était, puisqu'ils connaissaient déjà. Et il y a aussi plein de gens qui l'utilisent pas, mais qui en parlent du coup, parce qu'ils se sont intéressés à l'histoire. Et ça, je trouve que c'est une valeur en fait qui est difficilement quantifiable et mesurable. Mais sur une stratégie long terme,
me paraît beaucoup plus saine. Parce que du coup, tu vois, les utilisateurs qui arrivent maintenant et qui suivent la chaîne YouTube, bah, par exemple, j'ai fait voter la dernière fois les prochaines fonctionnalités. J'aurais fait un top 6 de les fonctionnalités qui nous paraissent intéressantes et je leur ai demandé qu'est-ce que eux de leur côté, qu'est-ce qu'ils mettent en top 1, top 2, top 3, etc. Bon, il s'avère que ça a bien validé mes intuitions, puisqu'ils ont fait un top 3 sur ce que moi je pensais faire sortir aussi, donc ça c'était plutôt aligné. Mais du coup, ils savent où on en est. Donc ils sont un petit peu plus tolérants sur notre stade d'avancement, ils sont un petit peu plus souples. Quand il y a un bug éventuellement ou des choses comme ça, on est plus dans la discussion avec les clients que simplement bah voilà, vous êtes des numéros, on a un logiciel quoi. Et ça je trouve que c'est la force de la création de contenu, c'est cette discussion qui s'est créée avec les utilisateurs. Bah en fait, ce que tu décris là, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça peut se résumer par un mot très simple, c'est la confiance. C'est que tu utilises le temps en ta faveur pour créer de la confiance avec tes utilisateurs et pas juste une relation transactionnelle. Et ce truc-là est assez intéressant parce qu'en fait, il y a des gens qui l'avaient craqué depuis très longtemps. C'est pour comment avoir un pouvoir de prescription sur les gens. C'est les influenceurs, en fait. Donc, moi, je regarde beaucoup ce que font les créateurs de contenu, donc les Squeezie, etc. Tu sais, parce qu'en fait, ils ont vraiment craqué ces trucs-là. Ils sont sur plein de plateformes à la fois. Et en fait, tu développes une relation avec eux qui est quasiment indescriptible. Moi, j'ai beaucoup grandi avec YouTube. Peut-être que toi aussi. Ouais. Et tu vois, ton influenceur, il lance une boîte. Tu as 90 autres boîtes qui se lancent sur le même sujet. Tu peux pas expliquer pourquoi tu vas vouloir acheter celle-là. Et ce truc-là, en fait, pourquoi est-ce que personne a pensé à le faire pour une boîte avant? Pourquoi est-ce que ça a mis tant de temps à arriver? Parce que les boîtes incarnées, c'est quand même un fait qui est très récent. Ouais. Les premières que j'ai en tête, il y a peut-être eu des gens avant, mais c'est Justine Hutto. Mais la première, elle aura vraiment fait de façon oui, clean, si, il y avait Guillaume Gibaud aussi du slip français qui avait fait quand même pas mal aussi un petit peu. Alors lui, c'était peut-être plus sa stratégie marketing qui était un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de voir. C'est pas tant du building public quand même, t'as raison. Bah, je pense que c'est du building public. Par contre, c'est plus que Guillaume était un outil pour sa marque on centre la marque sur Guillaume. Ce qui en fait a vocation à devenir à terme, il faut que les personal brands deviennent des outils pour les marques et c'est juste un raccourci au démarrage pour aller plus vite. Ouais. Tu vois, ce truc-là, c'est pas mal parce qu'en fait, il y a plein de choses que tu peux reprendre à des influenceurs. Ce que tu disais, c'est qu'en fait, ils te voient sur TikTok, puis ils vont mettre un contenu long sur YouTube, puis ils vont engager sur LinkedIn, etc. Ça, c'est la confiance que ça crée de faire de l'omnicanal. Tu prends une marque n'importe où, tu la vois d'abord en story Instagram, puis ensuite tu vas dans la rue, tu la vois sur un billboard, puis tu allumes la télé, tu la vois à la pause, tu fais, mais attends, mais c'est qui eux? Tu vois, si tu as 10 heures de contenu à produire, plutôt que de mettre 10 heures de contenu sur YouTube, mets 5 heures sur YouTube, 2 heures sur LinkedIn, 2 heures sur TikTok et 1 heure sur Instagram. Et en fait, tu vas voir que être vu une fois à 10 endroits différents, c'est pas pareil qu'être vu 10 fois au même endroit. Ah oui. Et ça, c'est un truc qui est compliqué à comprendre, mais ça crée de la confiance de ouf. Mais ouais, non, mais ça, j'y crois beaucoup. Et ce qui est paradoxal, c'est qu'on a beaucoup entendu, ouais, mais TikTok, c'est pas du tout un réseau qui est pour les logiciels ou pour les entreprises, etc. Bah, je te le dis, hein, la plus grosse marque qui travaille avec Charlie aujourd'hui, et c'est un très grand groupe, en fait, la personne qui s'occupe du marketing, chez eux, comme tout le monde, hein, consomme du TikTok. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé une de mes vidéos et qu'au final, elle se retrouve chez nous. Donc, tu vois, il n'y a pas aussi ce cliché, c'est que pour les jeunes, tu fais du business de partout, en fait. Hein. Après, la seule différence, c'est que même si la finalité, on fait ce contenu parce qu'on espère quand même bien, évidemment, que ça se transforme en utilisateur et que ça nous aide à notre business. Mais au départ, dans la mesure où tu essaies de partager quelque chose qui peut servir aux autres et qui peut aider, si tu commences en fait avec cet état d'esprit-là, si tu cherches pas systématiquement à vendre à chaque fois que tu fais une action, une prise de parole, bah là, du coup, je pense que ça rend le jeu plus intéressant. Il y avait une personne qui venait me voir sur TikTok il y a pas longtemps et qui me disait t'aurais des conseils pour lancer ma première campagne qui cartonne sur TikTok? Et je lui disais mais en fait, le truc qu'il y a, c'est que déjà par principe, si dès le départ tu te dis qu'il faut que ça cartonne d'entrée, tu te mets trop de pression en fait, c'est pas possible d'entrée que ça cartonne. Raconte pourquoi tu te mets sur TikTok, pourquoi tu as décidé de faire ce business là, raconte quels sont tes objectifs, qu'est-ce qui te différencie des autres et commence à créer une relation déjà avec les gens qui te suivent avant de vouloir faire des scorings de malade parce que sinon tu crées de la frustration. Et je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se lancent pas parce qu'ils veulent faire un truc trop parfait ou qu'ils ont trop envie que dès le départ ça marche et c'est un travail de patience. Il faut répéter. Je suis d'accord. Moi j'ai arrêté d'essayer de traiter, tu vois, même dans mes vidéos sur TikTok, les problématiques des gens qui veulent pas se lancer parce que tu peux leur donner 40 000 milliards de conseils à un moment, c'est juste un déclic personnel qui va venir. Tu sais même pas où, c'est pas grâce à ton contenu, et ça peut venir de personne d'autre que les gens qui se lancent. Donc je préfère moi parler aux gens qui sont déjà lancés pour les aider à ce que ça fonctionne mieux. J'ai remarqué ça. L'autre jour, j'ai vu passer un TikTok justement où tu racontais l'histoire de StaffMe, cette entreprise qui essayait de faire des ads et de lancer des campagnes sur TikTok et ça marchait pas. Et donc en fait dans ce TikTok tu racontes que ils arrivaient pas à toucher leur cible et que justement ils se posaient la question peut-être que c'est trop jeune TikTok tout ça et qu'au final c'est parce qu'une utilisatrice a fait une story où elle a raconté en fait son expérience que derrière ça a explosé pour eux leur compte TikTok. Donc on en vient sur un sujet moi évidemment qui me parle, c'est la partie témoignage. Ce qu'elle a fait ni plus ni moins c'est faire un témoignage. Donc elle l'a fait en story mais c'est un témoignage vidéo. Qu'est-ce que tu penses justement toi du principe du témoignage vidéo
en termes d'impact sur la réassurance, sur la stratégie de contenu, à quel endroit tu le positionnes? Ce qui est hyper intéressant sur cette vidéo-là qu'on fait StaffMe, c'est que je sais pas si ça avait été orchestré par la marque, mais la vidéo, elle est nulle à chier. Enfin, elle est claquée, tu vois, en termes de rendu visuel. C'est vraiment un truc fait à la main. Tu vois vraiment que c'est très simple. Donc, c'est vraiment la preuve que si tu te trouves comme excuse que je fais pas faire de vidéo pour pas faire de témoignage, casse-toi, tu vois, c'est pas une excuse. Et ensuite, sur les témoignages, de manière générale, il y a un truc qu'on a compris à force de perdre beaucoup d'argent dans des cracks qui fonctionnaient pas, c'est qu'en fait, ce qui fait vendre, c'est pas ta visibilité, c'est ta crédibilité. Et donc, ta crédibilité. Merci Théo, parce que ça, c'est quand même le truc que je répète tout le temps, c'est que le plus important, c'est ta crédibilité. Et donc, tu as différentes façons de faire passer un message. Tout en haut de la pyramide, ce qui a le moins d'impact. C'est marrant parce que mon associé a fait un post dessus sur LinkedIn aujourd'hui, parce que c'est une discussion qu'on a eu hier avec un client. Tu vois, la marque qui dit « Regardez-moi, je suis génial, et regardez mes résultats ». Degré de crédibilité, faible. Ça peut marcher sur des gens, c'est important de l'avoir, mais pas ouf. Ensuite, tu vas avoir un influenceur payé. Degré de crédibilité supérieur, mais toujours. Et maintenant, c'est quand même assez associé au fait que c'est une opération commerciale. Oui, il y a une transaction financière derrière et les gens ne sont pas dupes, ils le savent. Et donc, le top du top du top, c'est quand tu as un client qui est de façon organique ou sollicité, mais non rémunéré. Enfin bon, bref, de toute façon, il a vraiment utilisé ton produit, il l'a vraiment kiffé, va te dire qu'il l'a kiffé. Et ça a un impact de ouf. Donc ça, c'est pour le contenu. Et ensuite, la façon la plus impactful de la délivrer, ce truc-là, ça reste, et ça sera toujours la vidéo. C'est de ce format qui combine, enfin bref, l'image, le son, tout, tu vois. C'est magnifique, tu as vraiment plus envie d'écouter des gens qui parlent d'une marque que la marque qui parle de sa marque. Donc en fait, les témoignages, c'est un truc qui est quasi incontournable. Et nous, tu n'as quasiment pas un e-commerçant qui bosse chez nous et qui fait tourner des campagnes de pub sur lesquelles on ne fait pas tourner de témoignages. Enfin, une version d'un témoignage. Ah, ça c'est bon, ça fait du bien à entendre. Mon Dieu, ma journée va être magnifique parce que tu viens de dire dans mes oreilles ce pourquoi je me lève tous les matins. Je travaille tous les matins justement pour propager ce message en disant que voilà, ton client c'est ton meilleur ambassadeur, qu'aujourd'hui, à part la recommandation physique, quand tu te balades dans la rue, quelqu'un ou un pote te dit va voir un tel parce qu'il est génial. Le bouche à oreille digital, en fait, la vidéo de recommandation, c'est le plus fort. Et après, il y a un truc qui m'a interpellé aussi, c'est que tu parles de la manière en fait et que certaines créas marchent pas. Et ben nous on avait fait des tests, on en a fait encore évidemment, mais je me souviens vraiment sur un témoignage vidéo. Alors au départ, grosse prod, belle caméra, beau son, beau lieu, tout ça. VS en fait un témoignage, je le dis comme ça, on a un témoignage Charlie, c'est-à-dire hyper authentique, brut, t'as juste un petit contour, les liserés de couleurs de ta marque et le prénom de la personne. Et les chiffres, c'était incroyable, c'est-à-dire qu'on a fait 8 versions différentes et le taux de conversion était juste incroyable, la différence entre ces productions, parce que de la même manière que tu parlais de l'influenceur et de sa transaction rémunérée, dès que tu commences à mettre une grosse caméra et que tu commences à mettre une belle production, tu t'imagines bien que le client en face, il va pas dire non, son truc c'est de la merde. Forcément, il va être dans des conditions où tu le mets bien. Donc forcément, il prend une posture déjà qui est différente. Il trouve des mots qui sont différents, c'est beaucoup moins spontané, beaucoup moins authentique. Et en fait, tous ces degrés-là, en fait, enlèvent justement ce sentiment d'appartenance, d'identification que va pouvoir avoir l'internaute quand il va le regarder, quoi. Et donc ça, c'est vrai que c'est des subtilités. Si un jour t'es chaud pour qu'on les mesure, ça serait intéressant et qu'on se partage nos statistiques respectives, mais c'est assez dingue, quoi. Ouais, alors c'est intéressant parce qu'on a vu assez de créa pour voir un peu les deux fonctionner, donc des trucs faits plus à la mano et des trucs plus produits. Et c'est pour ça que je t'en parlais avant d'essayer de comprendre un petit peu les idées derrière les tactiques. Donc au lieu de se dire telle ou telle créa fonctionne mieux qu'une autre, en absolu, on a très peur de parler d'absolu chez Kodak parce qu'on a vu que des contre-exemples dans tous les sens de tout ce qu'on avance. C'est donc, la base. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est plutôt de comprendre c'est quoi le concept derrière. Donc si ton but, c'est de montrer l'authenticité et un truc organique et d'avoir le truc le moins scripté possible et qui transpire la réalité, va pas sortir une grosse prod, en effet. Tu vois. Et va laisser une personne, tu scriptes quasiment pas son truc, laisse-la s'exprimer sur ce qu'elle kiffe. Par contre, si ton objectif, c'est de montrer que tu es une marque qui a les moyens de se payer une putain de pub et que tu as envie de montrer des témoignages dans cette publicité-là, ça marche aussi très bien. C'est juste que c'est une idée différente. Mais par contre, va pas faire cette idée-là où tu veux montrer que tu es une putain de marque avec, tu vois, Apple demain, tu vas pas avoir des petits témoignages fait à la mano. Et pourtant, ils ont enfin voilà, ça fonctionne très bien leur campagne de pub. Enfin, il y a pas de problème là-dessus. C'est juste, voilà, ne pas chercher les absolus. C'est une question de positionnement. Demander ce que ça montre, quoi. Et attention, qui dit authentique, dit pas forcément non plus dégueulasse, hein. C'est quand même du bon son, quand même une image correcte, évidemment. Mais c'est là où tu places le curseur, en fait, du contenu et de ce que les gens vont dire, en fait, le fond plus que la forme, en fait. Mais ça agit pas de la même manière. Dans un cas de figure, ce que tu expliques là montre l'image de marque de la boîte, essaye de valoriser, en fait, tout ça, tandis que de l'autre côté, on est plus sur vraiment l'expérience vécue par le client, la relation avec la marque, c'est pas la même chose. Pour revenir un petit peu sur le sujet de la partie vraiment grosse, 2023, est-ce qu'il y a pour toi, en dehors du modèle art dont on a parlé tout à l'heure, est-ce qu'il y a pour toi quelques tendances à suivre? Je sais que ça fait très Nostradamus, est-ce que tu as des visions, Théo? Ouais, alors je te dis, moi vraiment je déteste les tactiques et donc tous les trucs éphémères qui ne construisent pas des actifs. Ouais. Donc, par contre,
le truc que je vois bien arriver et sur lequel je serais prêt à mettre un petit billet, c'est que les marques, elles développent des audiences, mais elles développent pas tout le temps des communautés. La différence entre une audience et une communauté, c'est que dans une communauté, les gens ils discutent entre eux aussi. Et donc ce truc-là, c'est un truc qui a pas du tout été exploité par les marques et je l'ai vu fonctionner sur des projets crypto à la base en fait. Tu vois, des trucs d'NFT où les gens ils ouvrent des Discord. En 2 semaines, ils ont 200 000 personnes sur le Discord, les gens ils parlent entre eux, il y a de la hype, etc. Et bon bref, on pense qu'on veut des NFT, etc. Il y a quand même un truc qu'ils ont réussi à faire fonctionner, c'est avoir une communauté engagée rapidement. Et ce truc-là, c'est un truc qui est très peu exploité parce que tu as plein de marques qui ont essayé de le faire, plein de SaaS qui ont essayé de le faire. Personne n'a vraiment réussi à avoir un truc scalable là-dessus. Je pense que Discord va être un bon outil pour le faire peut-être. Si je vais mettre un petit billet sur un truc risqué comme un VC, tu vois, une chance sur 10 que ça fonctionne. Je dirais que tu as quelqu'un qui va lancer un petit bot ou un soft sur Discord qui va bien fonctionner, mais je pense que les marques qui vont gagner, c'est les marques qui vont réussir à faire vivre leur communauté sans leur intervention personnelle. Tu vois, imagine, tu as la communauté de Charlie et tu vois, qui fonctionne sans que tu aies besoin de faire des vidéos. Je dis ça parce que j'ai vu une marque réussir à très bien le faire. Une marque qui s'appelle Abby, ABBY, un soft pour les freelances, qui est super bien et qui a un Discord avec une communauté hyper engagée. Et en fait, il développe des bots, des trucs de ouf. Il vient de m'envoyer un loom, là, le fondateur, pour me dire si jamais tu veux lancer une agence sur Discord, Théma, on a fait tel truc, etc. C'est trop stylé. Et j'y crois beaucoup. Ça, c'est génial, ça. Déjà, quand les gens commencent à répondre à ta place, c'est une première étape dans la création de contenu. C'est assez kiffant. Mais quand c'est vrai que si ça permet en plus de créer vraiment du lien entre eux et des synergies qui travaillent peut-être ensemble, qui discutent ensemble, qui débattent ensemble. Ouais, c'est vrai que c'est un peu le Graal. Ce qui existe d'ailleurs, comme tu disais tout à l'heure, pour les gros créateurs de contenu dans d'autres industries. Hein. C'est quelque chose qui existe aussi. Toi, du coup, qu'est-ce que c'est 2023 pour Kudak ? Écoute, on est parti dans une direction d'accélération rapide à l'horizontale. Je te fais bon langage start-upper. Ça veut dire qu'on va lancer beaucoup d'agences en fait. Des agences spécialistes. Notre stratégie, elle est très simple. C'est on a un écosystème qui fonctionne bien de par sa culture, le contenu qui nous fait de l'acquisition et les process qui font qu'on a des clients contents. Et donc, on veut pas forcément se concentrer sur une agence et la monter le plus haut possible, mais créer un écosystème qui va permettre aux clients de vaquer un petit peu là où ils vont chercher des expertises. Et donc, on veut en lancer 3 par trimestre des agences. Oh, putain. Ah oui, il y a du rythme. Hein. Mais après, bon, ça va faire comme exactement comme un VC, c'est que tu en as probablement 2 ou 3 qui vont très bien fonctionner, 2, 3 moyens, et le reste qui vont fail. Et on est très OK avec cette idée-là, mais donc ça va être plein de surprises en 2023, d'autant plus que j'ai commencé à documenter tout ça. Donc j'ai enregistré tous les calls qu'on a fait depuis le lancement des agences. Donc je pourrais faire un gros contenu en mode comment est-ce que tu montes une agence de zéro. J'ai trop hâte. Ah bah ça c'est excellent. Bah nous tu sais qu'on va suivre évidemment. Si tu aimes cette vidéo, like et abonne-toi. C'est pas grand chose pour toi mais pour moi ça veut dire beaucoup. Du coup donc cette stratégie donc c'est d'avoir plein d'agences différentes. J'avais entendu donc Linker. Si je dis pas de bêtises. Donc là, l'idée, c'est d'accompagner les entrepreneurs à prendre la parole sur LinkedIn avec du copywriting, de la stratégie, des choses comme ça. C'est bien ça ? Ouais. Bah ça, Linker fait partie des 4 qu'on a déjà dans Kudak. On a des formats différents pour lancer celle d'après. Et 9/16e aussi, je crois, ou c'est ça, 9/16e ? Voilà, exactement. Et je fais que des têtes, là, je te jure, j'ai pas de notes. Ça fait trop plaisir. Et ben la dernière, c'est le labo. C'est ce qui fait le labo, studio ça, c'est pour la créa, c'est ça ? Exactement. Et on peut pas avoir un peu de teasing, alors, sur 2023, des sujets, ça va toujours tourner autour, j'imagine, un peu du digital, quand même, des métiers... Ce qu'on regarde, en fait, pour lancer des agences, c'est plusieurs critères. Le premier, c'est à quel point est-ce qu'on est confiant de pouvoir renvoyer des clients existants sur les nouvelles agences. Donc, tu vois, t'en as sur lesquels c'est plus ou moins évident. Par exemple, tu vois, Linker versus Kudak, c'est pas évident de renvoyer des e-commerçants vers du copywriting LinkedIn. Ouais. Ça peut se faire. Ce qui aurait été différent si tu avais une agence, par exemple SaaS, ça aurait déjà été peut-être un peu plus facile pour envoyer vers Linker les founders. Ouais, je capte. Exactement. Donc, en fait, Linker partait vraiment de zéro sur cette partie-là et on a plus apporté donc la seconde chose qu'on apporte qui est plutôt la notoriété, tu vois, la crédibilité. Et plus que la visibilité, parce qu'en fait, Mathieu est déjà très visible. C'est juste le fait de dire Linker vient chez Kudak, ça met un peu de statut. Donc ça, c'est le premier truc. On cherche des trucs sur lesquels il y a des synergies qui sont assez évidentes. Et la seconde chose, c'est qu'en fait, on va pas activement chercher des fondateurs. On attend de rencontrer des gens incroyables. Et on les intègre chez Kudak. On leur donne 40% de la nouvelle boîte qu'on crée. D'accord. Et on grossit ça comme ça. Et donc, du coup, en fait, voilà, ça fait qu'on va développer nécessairement pas mal de services autour de l'e-commerce, ou probablement sur la création de sites, sur des nouveaux leviers, etc. Tu vois, alors, des trucs qui vont arriver. Et aussi, adossé au deuxième truc, là, qui est Linker. C'est notre port d'entrée vers le B2B, vu qu'on a beaucoup de clients B2B sur LinkedIn. Et on peut faire pas mal de choses. Donc, aller plus loin dans le personal branding sur d'autres plateformes, lancer des trucs pour des SaaS. On veut vraiment faire des trucs logiques et pas sortir de zéro. Tu vois, par exemple, on a eu une proposition à un moment, on allait avancer sur une agence d'assistants virtuels. Okay. Ce truc-là est pas forcément évident dans la façon dont on peut renvoyer des gens. On a des gens potentiellement chez nous qui peuvent être dans la cible, mais c'est pas parce qu'ils sont clients chez nous qu'ils vont plus être clients sur l'assistant virtuel, à part parce qu'on a délivré un bon service. Donc ce truc-là, on a décidé de pas avancer finalement, et peut-être que ça arrivera plus tard. Mais donc voilà, en fait, on va faire des trucs logiques. Après, ce qui est intéressant dans cette stratégie-là, c'est qu'évidemment,
On va parler, bon là, du coup, un terme que les e-commerçants connaissent bien, on fait du cross-selling, évidemment, puisque du coup, ils rentrent par une porte d'une de vos agences. Et une fois qu'ils sont dans l'écosystème, vous pouvez les faire évoluer, graviter dans les différentes agences. Donc, ça fait monter au global le chiffre d'affaires du groupe. Et en même temps, ça délivre un service presque tout compris pour vos clients. Donc, il me semble que ça leur fait gagner du temps aussi. Donc, c'est plutôt win-win. C'est un petit peu l'objectif. C'est qu'en fait, on se sert d'une première preuve de concept d'un client satisfait sur une agence pour intégrer les nouvelles qui idéalement auraient été montées pareil. Ok. Tu dis souvent 14 000 euros par mois pour ta chaîne YouTube. Moi, j'aimerais que tu me dises un peu derrière ces chiffres, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est du matériel, une équipe? Est-ce que tu fais de l'ads pour ta chaîne? Parce qu'évidemment, pour beaucoup de monde, 14 000 euros, c'est un chiffre qui paraît juste énorme pour cette chaîne YouTube. Mais en même temps, on t'entend souvent dire aussi que c'est ton apporteur de lead numéro 1. Qu'est-ce que c'est ces 14 000 euros? Ouais, c'est 14 000 euros pour l'équipe vidéo. 14 900 euros, le dernier calcul, je ne l'ai pas recalculé, mais ça doit être un petit peu plus maintenant. Et 80% de cette dépense-là, c'est pour l'équipe. Parce qu'il y a quand même pas mal de personnes qui s'occupent de ça chez moi. Je peux te faire un petit topo sur l'équipe si tu veux. Donc j'ai un Head of Content que je suis allé chercher chez Canal+, donc qui avait bossé sur Studio Bagel, etc., que j'adore, et je voulais vraiment une partie divertissement sur ma chaîne, il fait du très bon travail. En dessous, du coup, j'ai 2 monteurs, dont un qui est vidéaste et qui m'aide à tourner les vidéos qu'on enregistre une fois par semaine. Donc ça, c'est pour YouTube, ça fait 3. Et la 4e personne, c'est une personne qui est uniquement sur mon contenu vertical, donc TikTok et Instagram, qui est en alternance, ça s'appelle Capucine. Et on est en train de recruter une 5e personne, mais du coup un 3e monteur, qui va du coup en alternance venir aider les 2 autres parce qu'on a un peu trop de vidéos à monter. Et donc ça ressemble à ça, et ça coûte au total 15 000 euros pour 5 personnes. T'es pas dans des montants absurdes. Non, mais ça veut dire, voilà, c'est vraiment une équipe. Voilà, c'était pas derrière ce chiffre un peu qui peut paraître un peu frime ou gros. Tu te dis, mais en fait, le mec, s'il met ce budget-là, en fait, c'est pour construire une véritable équipe. Et pour toi, c'est un département vraiment important, la création de contenu, quoi. Ouais, c'est important de rappeler que c'est un des actifs les plus précieux de Kudak, mais c'est pas celui qui rapporte le plus de leads. Celui qui rapporte le plus de leads dans l'ordre, nous, ça fait bouche à oreille tout en haut avec 60-70% des clients. Ensuite LinkedIn, et ensuite peut-être 10% de YouTube. D'accord. Mais par contre, c'est celui qui me donne une crédibilité la plus importante, parce que les gens, ils m'entendent parler. Enfin bref, tous les avantages de YouTube dont on pourrait continuer à discuter. C'est là où je reçois des gens dans un podcast, tu vois, il y a Enlève tes chaussures. Ouais. Mais une personne qui regarde Enlève tes chaussures, elle va pas se dire, je vais bosser avec Kudak derrière après. Non, mais elle te connaît. Et elle ma gueule. Et derrière, ça peut descendre dans le funnel tranquillement. Ça prend le temps que ça prend. Ouais, non, mais c'est intéressant de voir aussi cette répartition. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça fait quand même un gros budget à investir pour développer cette chaîne. C'est pas forcément là où ça soit ta machine à lead numéro 1. Mais encore une fois, si demain tu coupes... D'ailleurs, tu fais des pubs, toi, à des ads? Non, écoute, on n'en fait pas. Donc voilà, du coup, ça te permet de faire... de l'actif, comme tu disais. Pour terminer, Théo, moi j'ai une question importante. Tu as dit qu'il n'y avait pas une campagne que tu montais pour tes e-commerçants sans témoignage client en vidéo. Pourquoi tu n'utilises pas Charlie? C'est une bonne question. Écoute, il y a plusieurs façons de faire des témoignages. Moi, je fais pas que des témoignages vidéo. Ok. Il y en a plein d'autres. Écoute, moi je suis à la dispo donc du coup de toi et de ton équipe. Si vous voulez tester Charlie, ça serait quand même intéressant de voir ces marchands qui parlent de l'expérience qu'ils ont vécue avec vous. Moi, je suis sûr que ça serait un moyen intéressant de faire de l'acquisition grâce à la crédibilité, parce que je pense encore une fois que tout ce que t'apportes toi en termes de visibilité, c'est hyper important. Mais je pense que voilà, entendre parler tes clients, ça serait pour moi un peu le Graal suprême. Merci Théo d'avoir pris ce temps pour nous donner des pistes sur la différence entre le gross e-commerce, le SaaS, les tendances 2023, comment justement tu utilises ta chaîne YouTube et tous les précieux conseils que tu as donnés tout au long de cette vidéo. Moi je vais te souhaiter donc 12 belles agences en 2023. Je vais être à l'écoute permanente de ces nouvelles agences. J'ai hâte de les découvrir. Peut-être qu'il y en a certaines avec lesquelles je pourrais travailler. S'il y en a qui sont pour les SaaS, ça serait hyper intéressant. Avec plaisir. Écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu, Mélanie, et beaucoup de croissance. Je te souhaite aussi. Oui, écoute, on y travaille dur. Et puis tous les marchands qui sont là et qui nous suivent, si vous voulez aller en savoir un petit peu plus sur Kudak, je vous mets le lien dans la description pour aller voir un petit peu comment ça fonctionne et comment Kudak peut vous accompagner justement à monter des campagnes de growth au global pour exploser les ventes sur votre site marchand. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Comme je vous dis d'habitude, travaillez bien, amusez-vous bien et on se retrouve lundi prochain 18h42 pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.